Ah, ben là, ce sont nos... Bonjour, bonjour à tous et à toutes. En tant que directrice exécutive de la Commission franco-américaine, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir, ce midi, sur la côte est américaine, pour ce premier café scientifique qui ouvre la première programmation culturelle franco-américaine de la Commission que nous lançons à l'occasion du 75e anniversaire de notre programme Fulbright en France et que nous lançons sur le thème important de l'éducation aux médias, Media Literacy. Le temps que tout le monde se mette en place et que tout le monde arrive, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Welcome as well to our colleague in the United States. You have quite a few. Thank you for joining us. This Café Scientifique has been conceived as a way to build a new bridge between our two societies, and this is why we scheduled it at 6 o'clock Paris time, so apparently it works. Durant toute la durée de cet échange, de ce webinaire, vous aurez l'opportunité d'échanger avec nous à travers la chatbox. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Pouce bleu si tout va bien, pouce en bas si ça ne va pas. Et surtout, questions à l'attention de nos intervenants, que je remercie d'ores et déjà. Et je vais sans attendre passer la parole à notre maître de cérémonie, François Gauthier, qui est membre du board de la Commission franco-américaine. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous également. Voilà, je suis très honoré, très heureux d'animer cette table ronde aujourd'hui. Alors, on va être un peu contraint par le temps, on a 1 heure. Je vous propose de consacrer avec nos intervenants que je vais brièvement présenter 3 quarts d'heure à différents aspects du sujet que nous allons traiter, et puis on laissera la liberté aux uns et aux autres ensuite, pendant 1 quart d'heure, de poser des questions et on essaiera d'y répondre. Alors, d'abord, une petite présentation de nos prestigieux invités. Je commence depuis Paris, par Liliane Valtuco, qui est à l'ambassade des États-Unis à Paris, qui va dire d'ailleurs en quelques mots le contenu exact de sa mission, parce que c'est une mission qui va bien au-delà de la France. Liliane, vous avez la parole, vous êtes diplomate, vous vous occupez des problèmes du numérique, du développement numérique, de l'éducation aux médias. Peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots brefs sur votre mission à Paris. Thank you so much. I hope everyone can hear me okay. It's a pleasure to be here. As you've explained, my job here in Paris is beyond just France's borders, just like this problem is beyond France's borders. I actually cover all of our European posts to help them figure out how to counter disinformation. And the media literacy piece is one critical pillar. But I would say it's one of what I consider 3 big pillars because it's in the education space, right? The other spaces that, oh, there's a bit of an echo. The other spaces that we work in as a government to combat disinformation is exposing the threat, because I think that's another critical piece that we've seen, especially with the war, how much false narratives can actually be weaponized as a weapon of war. So exposing the threat is another pillar that we've really done more this year than I would say ever before. The media literacy and the education piece is that second pillar. And then the third pillar, the way we frame it, is empowering other voices. So the convening power of government in connecting experts, influencers, the think tanks, the academics, to this dialogue that is so needed in this space. Bottom line, we think of it as a whole of society approach, but certainly with the tools of the government and the resources, we play that critical role in that whole of society approach. Bien, merci beaucoup, Liliane, parce que vous avez déjà introduit le premier thème qui va articuler notre débat, sujet de la prise de conscience de nos administrations, de nos gouvernements, de nos ministères des Affaires étrangères, de nos politiques publiques dans ce sujet du numérique, de l'information globale. On va y revenir,
Nous avons aussi avec nous un de vos correspondants aux États-Unis, Gaëtan Bruel, qui est le conseiller culturel à l'ambassade de France à Washington, et qui est d'ailleurs basé à New York. Mais Gaëtan, vous pouvez peut-être vous présenter très rapidement aussi, et puis on reviendra sur ce qu'a commencé à traiter Eliane. Avec plaisir, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet échange. Donc, je suis effectivement depuis près de 4 ans conseiller culturel de l'ambassade de France aux États-Unis, basé à New York. On dit conseiller culturel, on dit service culturel. Dans le modèle français, notre diplomatie culturelle, elle est vraiment assise sur 3 piliers que sont schématiquement la culture, l'éducation et les échanges universitaires, la recherche. Je dois dire qu'évidemment, aujourd'hui, je ne peux parler que de ce dont je m'occupe, à savoir l'action culturelle de la France aux États-Unis. La question de la désinformation, de l'éducation aux médias, elle se pose, comme Eliane l'a très justement rappelé, à un niveau global. Donc, ce que je pourrais dire le sera à titre personnel. En tout cas, peut-être un mot sur la manière dont je perçois cet enjeu. C'est sûr que dans le contexte de la guerre en Ukraine, de ce que nous constatons en Afrique et dans d'autres géographies, aussi de la révolution numérique, d'usages qui changent, on est tous perturbés, bouleversés, interrogés par des nouvelles pratiques, de nouvelles menaces, de nouvelles opportunités aussi pour que les nouvelles générations soient plus à l'aise avec ces technologies, ces informations et qu'on en tire le meilleur et non le pire. Dans le modèle français de diplomatie culturelle, il y a à la fois beaucoup d'initiatives qui sont prises pour travailler pour appuyer l'éducation aux médias, pour lutter contre la désinformation, mais à la différence d'autres pays, je regarde un peu plus à l'Est, il y a un respect absolument total, premier, de l'indépendance des médias qui peuvent être soutenus financièrement par l'État, qui ont eux-mêmes beaucoup d'actions en matière de lutte contre la désinformation. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans le cadre du débat parce que c'est extrêmement important. Absolument. Merci, Gaëtan, de situer ça parce que l'un et l'autre ne l'avaient pas dit, mais il y a des enjeux de démocratie dans ce sujet et c'est fondamental pour nos pays, en particulier pour la France et les États-Unis. Nous considérons qu'un citoyen qui vit dans un pays démocratique, il a droit à la délibération, il a droit au choix, il a droit à une information plurielle. Il n'y a pas de démocratie sans délibération. Et ça, je crois que c'est un thème, effectivement, qui est très, très commun à nos deux pays. Et ce sont nos valeurs. C'est aussi les valeurs, nous dirons à la fin, de Fulbright. Voilà. Divina, peut-être en vous présentant, Madame Fromel, peut-être une première réaction, mais courte, hein, parce que nous avons déjà 10 minutes entamées, mais on a bien commencé le premier thème. Eh bien, écoutez, je suis vraiment ravie d'être avec vous en tant que Fulbrightheuse qui est allée à Stanford et dans les années 80 et qui est tombée un peu dans la marmite du numérique et du coup de comment on l'enseigne, puisque j'étais à la fois dans l'école d'éducation et l'école de communication et c'était des débats très très brûlants. Et donc, quand je suis revenue en France, j'ai gardé des liens, bien sûr, avec mes collègues aux États-Unis pour développer des formations en éducation aux médias à l'université. Je me suis retrouvée à faire partie de très grandes controverses sur le rôle des écrans dans les usages des jeunes notamment. Et cela a évolué ensuite avec Internet, bien sûr, avec le rôle des médias sociaux dans la radicalisation des jeunes. Rappelez-vous les terroristes, les Green Birds, et puis ensuite la désinformation, avec une accélération donc, de ce qu'on appelle les désordres de l'information depuis 2015. Et du coup, ça a amené l'éducation aux médias, qui était un peu la violette flétrie de l'éducation en Europe et ailleurs, comme le dit un de mes collègues hollandais, qui est en train d'être mise à l'écart de la conversation au profit du code et de l'informatique. Elle est revenue au premier plan parce qu'on s'est rendu compte que le code et l'informatique, sans les valeurs, ça menait à tous les désordres qu'on voit en ce moment. Et donc, c'est par ce biais des valeurs, parce que notamment l'école européenne et française éducation aux médias se fonde sur
les valeurs des droits de l'homme, notamment la liberté d'expression. Hein. C'est par les valeurs que nous sommes revenus en tant que priorité diplomatique. Et je dois dire que toute la communauté est entièrement surprise et regarde ça de manière un peu sceptique en se disant attention, attention, parce que l'accent est mis sur les risques des médias, sur les risques d'Internet et pas assez sur les opportunités. Hein. Et une approche globale, une approche holiste, comme on l'a toujours fait dans la profession, hein, réclame que on soit dans l'équilibre des deux. Voilà, donc c'est ma petite alerte et vous allez voir donc que je vais aller dans ce sens-là. Voilà, merci Lina. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Paris 3, que vous avez donc beaucoup réfléchi à ces sujets, vous l'avez dit, et que vous détenez la chaire UNESCO sur ce sujet. Ce sera très intéressant d'entendre vos réactions à la fin du débat par rapport aux politiques publiques et aux instruments que les gouvernements mettent en place. Est-ce qu'on tombe dans ce risque? On y reviendra. Un dernier mot rapide pour Mathieu McDonald, pardon. C'est pourtant un nom que je devrais donc, Mathieu McDonald est un jeune Fulbrighter et peut-être vous avez envie de réagir à ces premières présentations. Oui, pour m'introduire, je m'appelle Mathieu McDonald et j'ai fait une thèse dans l'histoire de la langue française à l'Université de Princeton l'année dernière et maintenant je suis à Paris pour prolonger mes études comme postdoc à l'EHESS. Et donc mes interventions seront, j'ai peur, un peu vieux, mais c'est comme ça. Et pour commencer, en fait, pour mes recherches, j'ai réfléchi au moment, en fait, quand la France pense beaucoup à la diplomatie culturelle, à la politique de l'influence, c'est pas dans les moments où la France a beaucoup de pouvoir, mais en fait, c'est quelquefois dans les moments quand la France est en recul, quand la France n'a pas d'autres moyens de s'exprimer, de se projeter à l'international. Et c'est un peu ça ce que j'explore dans mes recherches. Et même pour le titre, on peut voir dans le titre, il y a des approches très différentes des États-Unis et de la France qu'on a vu un peu déjà. Par exemple, dans le titre en anglais, ça s'appelle Public Diplomatie publique. Et c'est-à-dire quand les ambassadeurs et les États expriment à des publics. Mais en français, on a exprimé comme diplomatie d'influence. Et influence, en fait, c'est un mot qui vient du Moyen-Âge tardif, début de la Renaissance, et c'est un mot astrologique. C'est un mot qui exprime les étoiles, les planètes qui ont des pouvoirs de loin sur les hommes. Et donc, on ne pense pas à beaucoup d'astrologie dans le ministère des Affaires étrangères ici, ou peut-être, mais en fait, c'est-à-dire qu'on a ce pouvoir qui est le pouvoir de la France d'attirer les gens de loin. Et en fait, le ministère des Affaires étrangères pense beaucoup à quoi faire avec ce pouvoir, comment agrandir et comment utiliser. Et c'est un peu ça ce que j'explore et que je veux décrire dans mes recherches actuelles. Voilà, eh bien, merci beaucoup Mathieu, et puis on va revenir là-dessus parce que, oui, Gaëtan, vous voulez tout de suite réagir? Si c'est possible, parce que je pense que Mathieu a introduit un sujet fondamental sur lequel je voulais dire un mot, qui est effectivement les termes que l'on emploie. Et on fait parfois, je trouve, une confusion que Mathieu ne fait pas, mais qu'il faut préciser sur qu'est-ce qu'on appelle diplomatie d'influence, en tout cas dans l'approche française. Schématiquement, ça vient d'être rappelé, l'histoire de la diplomatie culturelle, qui s'enracine à l'origine, il faut le dire, hein, dans une approche assez coloniale du monde, où il y a des pays qui rayonnent et des pays qui sont rayonnés en quelque sorte. Mais en tout cas, c'est cette approche-là, ça fait longtemps qu'on y a renoncé. Et l'idée que la diplomatie culturelle française, c'est au fond Paris qui irradie le monde, un peu comme au Moyen-Âge, la Compagnie de Jésus pouvait dire « Ite et inflammate depuis Rome, allez et embrasez le monde ». On est sorti de ce modèle-là. Et donc, quand on dit diplomatie d'influence aujourd'hui, en tout cas dans le modèle français, je crois que ce qui est fondamental, c'est de comprendre que c'est diplomatie de co-influence. Autrement dit, l'enjeu, c'est autant de faire le pari qu'on peut apprendre et partager des choses avec l'autre, que l'autre peut en retour nous apprendre et partager des choses avec nous. Et au cœur du modèle français, il y a, mais déjà depuis de nombreuses années, et quand on prend toutes les initiatives de ces dernières années, elles le montrent avec évidence, il y a vraiment cette idée que l'influence doit être réciproque et que ce qui est en jeu, ce sont bien des échanges. Et donc, de ce point de vue,
c'est là où je crois qu'on est plus à l'aise pour parler de désinformation et de lutte contre les médias. La diplomatie d'influence, ce n'est pas le nouveau nom d'une propagande, c'est au contraire justement respecter cette pluralité de points de vue, d'expériences et voir comment on peut renforcer dans une logique d'empowerment la capacité de chacun à se défendre, à partager son propre point de vue. Et donc en un sens, si je force presque le trait, le modèle français, c'est peut-être de partager le point de vue français, mais c'est surtout de garantir la pluralité d'expression des points de vue, y compris de points de vue qui ne seraient pas les nôtres et qui même peut-être iraient en partie contre nous. Oui, merci Gaëtan, c'est très important, effectivement, cette idée de pluralité, de défendre le dialogue, de respect, d'égalité dans des partenaires, dans le débat sur l'information, sur les échanges culturels. Je crois que c'est un maître mot de nos priorités. Et on l'a bien compris avec vos interventions. La première partie que je souhaitais consacrer à ce débat, c'était la priorité à ces problèmes dans votre diplomatie culturelle et les ambitions que vous formez. On a bien compris que vous les avez exposées de manière très claire. Donc, on voit bien que c'est aujourd'hui très important pour les uns et pour les autres de s'investir dans ce champ et de pouvoir avoir des moyens de communication et d'expression qui soient aussi efficaces que possible. Alors, c'est justement le deuxième point, ça tombe bien parce que c'est 18h18 que je voulais aborder, c'est les moyens dont vous disposez et ceux que vous mettez en œuvre pour répondre à ces priorités, à ces ambitions. Alors, pardon, un point d'ordre que j'ai oublié de mentionner, mais l'administration de la Commission est très efficace, elle m'envoie un petit mot en disant que pour nos auditeurs, autour de la table, nous avons 2 Américains et 2 femmes et 2 hommes. Nous avons, et 2 Français, nous avons 2 alumni de Fulbright, nous avons 2 diplomates, nous avons 2 anciens actuels de l'école des études en sciences sociales, et là où ça ne va pas du tout, on n'a que 3 normaliens. On n'en a pas 4. Mais voilà, c'était pour compléter les présentations des uns et des autres et dire combien on a cherché à trouver un terrain de parité. Alors, j'en viens après cette présentation des priorités, de l'importance de ces politiques, de ces questions dans nos missions. Quels sont les moyens dont vous disposez, aussi bien au département d'État qu'au ministère des Affaires étrangères, pour mettre en œuvre ces priorités? Est-ce que vous avez des plans d'action? Est-ce que vous avez des outils opérationnels pour être présent dans ce débat des médias, dans cette guerre d'influence, en tout cas dans cette lutte d'influence, pour gérer la temporalité et celle de l'information numérique aujourd'hui? Est-ce que vous avez des influenceurs, des trolls? Comment vous agissez pour donc mettre en œuvre ces ambitions? Et puis, est-ce qu'on peut aussi évoquer l'idée des actions conjointes, des alliances internationales, des coalitions, et là, évidemment, des pays qui souhaitent défendre les valeurs démocratiques pour être présents dans cette bataille numérique? Gaëtan, de quoi disposez-vous? J'ai déjà beaucoup parlé, mais rapidement. Donc là, peut-être, c'est moins ma casquette américaine, même si, disons que dans le cadre de l'action que nous menons aux États-Unis, il y a le soutien aux lycées français, les établissements homologués. Il y en a une 60aine entre les États-Unis et le Canada. Et il y a évidemment, dans le cadre de l'éducation, de la formation qui est donnée aux élèves, un volet d'éducation aux médias. Mais peut-être que c'est plus intéressant pour notre conversation que je mentionne simplement ce que la France a mis en place en matière d'éducation aux médias et de lutte contre la désinformation, en tout cas à travers le Quai d'Orsay. Il faut évidemment dire un mot ici de France Média Monde, qui est donc un groupe de médias qui réunit 3 médias, la chaîne d'infos en continu France 24 et 2 radios, RFI et Monte Carlo Doualiya.
Je regardais les chiffres, c'est 250 millions de contacts chaque semaine et c'est une émission dans 180 pays. Les deux choses importantes à dire, c'est donc que ça reçoit un financement de l'État, notamment du Quai d'Orsay, mais à aucun moment l'État n'intervient dans les contenus, l'indépendance éditoriale est garantie, et ça, je peux vous assurer que ce n'est pas simplement les diplomates qui le disent, mais c'est les journalistes qui y sont vigilants au quotidien. Et peut-être que de ce point de vue, ça fait une différence avec d'autres chaînes liées à d'autres pays où cette question de l'indépendance, elle est non seulement remise en question, mais parfois elle n'est pas du tout revendiquée comme une valeur de ces chaînes. Pour répondre au débat de ce jour, il faut dire ce que France Médias Monde fait en matière de lutte contre les infox, comme l'on dit, et notamment France 24 a été pionnière en ayant un réseau de journalistes, de correspondants, mais notamment en ayant mis en place un réseau d'observateurs à travers le monde, dont la mission est de débusquer les fausses informations, de faire remonter des témoignages jusque dans les zones les moins accessibles. Et notamment, il y a un programme qui s'appelle Info ou Intox, qu'on peut retrouver tous les jours. C'est une chronique de quelques minutes qui donne des clés pour identifier les images qui sont manipulées. Ça existe en anglais. Et ce programme-là est utilisé aussi dans les salles de classe dans le cadre d'un partenariat avec l'Éducation nationale. Une autre chose importante à dire, je crois, sur France Médias Monde, c'est le fait que, comme aujourd'hui, la désinformation se fait surtout sur Internet, plus encore que sur les médias audiovisuels plus traditionnels, eh bien, France Médias Monde s'est adapté. Par exemple, en 5 ans, l'audience de France 24 a augmenté de 40%, et c'est aujourd'hui la première chaîne française présente sur YouTube. Je ne veux pas donner trop d'exemples, mais il y en a de nombreux autres. Mais ce qui me paraît important donc de dire, c'est à quel point le Quai d'Orsay investit sur la lutte contre les infox, mais d'une manière qui est au fond de laisser les spécialistes s'en occuper et au fond de donner les moyens à France Médias Monde de faire ce travail, sans qu'encore une fois, il n'y a aucun moment une intervention du Quai d'Orsay de dire là, il y a une infox ou pas. C'est une action qui est faite par ailleurs, et ça, il faut le préciser aussi, que la DCP, la Direction de la Communication et de la porte-parole du ministère, a engagé une action importante de veille et de réactivité aussi, qui permet, en lien avec notre réseau d'ambassades et d'ambassadeurs, qui eux-mêmes sont plus présents sur les réseaux sociaux qu'ils ne l'ont été par le passé. Donc voilà, je dirais qu'il y a un dispositif global, mais ce qui est important, c'est que tout n'est pas dans tout. C'est que nous faisons, et ça me paraît fondamental, la distinction entre un travail journalistique qui incombe aux journalistes et qui doit se faire de manière absolument indépendante, et peut-être que à des moments donnés, ces journalistes-là diront des choses qui peut-être ne feraient pas plaisir à la France. Et c'est très bien, c'est aussi comme ça. C'est aussi en faisant en sorte que la lutte contre les infox n'est pas à géométrie variable, qu'elle est une donnée première, que je crois on peut être crédible dans l'approche. Très bien, mais je vous remercie beaucoup parce qu'il y a des exemples très, très concrets, des actions qui sont conduites. Alors, c'est plus la voix de la France. Donc, comme on disait autrefois de l'ORPF, il y a un canal d'expression libre, d'expression responsable, qui est soutenu par nos politiques publiques. C'est très important. On viendra peut-être tout à l'heure sur les blogs, sur l'utilisation de Facebook, de Twitter, par nos politiques, par nos ministères de l'Affaires étrangères. Liliane, Voice of America. Comment ça a évolué? It's such a great subject, and there's so much to say. So I will try to be succinct. The resources, right? When we think resources in our toolbox of what we have available, yes, it's like the money piece is one big part, right? Funding independent media, the grants, what I call traditional tools in that box. But I will say that we've had to evolve the toolbox. And I think as we need to be keeping up with the speed of relevance, I talk a lot about in my work, we have to be at the speed of relevance in this space, or we miss the opportunities, we miss the ways to debunk and even pre-bunk. We also have to be at the places of relevance. And so I think with this conversation, it's making me reflect that the resources we fund, like my colleagues saying, the traditional ones of
letting the experts be funded, let the independent media be funded, let them do their work. We also have to evolve the other parts of the resources. And so I think a lot about how do we connect with others in supporting their work in other ways. Sometimes it's just also the power of convening that we have as government. I mean, you know, we can convene people and that doesn't necessarily cost money, but connecting them to each other because we have those contacts. And so I think we have to evolve the toolbox and the ways we fund and the ways we look at how we resourced, how people are resourced, and also looking at the way we are adapting to this space, because as AI is coming into the space, we're going to need to evolve even faster and smarter. So I'll stop there, but I'm really excited. On voit bien les moyens que vous mettez à votre disposition. J'ai quand même envie de vous poser à l'un et à l'autre une question. On a vu que les élections présidentielles, aussi bien aux États-Unis qu'en France, ont été perturbées par la pénétration sur le numérique d'influenceurs étrangers, de trolls, de fausses informations. Est-ce que vous avez des moyens de lutter contre ça? Nos gouvernements ont-ils des moyens, le gouvernement français, le gouvernement américain, pour lutter contre cette terrible perversion de la circulation de l'information qui enferme d'ailleurs, j'ai lu ça dans la documentation, avec le système des algorithmes, on enferme les gens dans une espèce de camisole numérique où ils ne peuvent avoir accès qu'aux informations dont ils ont envie et les manipulent. C'est un autre sujet. Mais comment lutter les uns et les autres, la France et les États-Unis, pour préserver la qualité du débat démocratique sur le champ numérique? Rapidement, hein, parce que nous sommes à 18h28. Gaëtan, vous avez une réponse? Oui, enfin, j'ai une réponse comme citoyen qui ne concerne pas mon action aujourd'hui, mais je crois qu'il faut rappeler qu'il y a eu le vote d'une loi importante en 2018, qui est la loi contre la manipulation de l'information, qui vise justement à mieux protéger notre démocratie contre les différentes manières de diffusion intentionnelle de fausses nouvelles. Et ce qui est intéressant dans ce texte, je crois, c'est qu'il signale spécifiquement la question des périodes de campagne électorale, juste avant et durant les élections, pour concentrer les outils sur ce qui est le vrai danger de ces moments, c'est-à-dire les tentatives d'influencer les résultats d'élections. Et c'est vrai que ce qui s'est passé aux États-Unis ou même pendant la campagne du Brexit a eu un impact en France sur notre perception de ces sujets. Et très concrètement, ce que cette loi prévoit, c'est une obligation de transparence pour les plateformes qui doivent dorénavant signaler les contenus qui sont sponsorisés en publiant le nombre d'auteurs, même en étant transparent sur la somme qui a été payée, en créant une obligation pour les plateformes qui ont à partir d'un certain volume de connexions par jour, elles doivent avoir un représentant légal en France, rendre public des algorithmes pour qu'un suivi soit fait. Et puis, il y a aussi, parmi de nombreuses autres choses, mais il y a la création d'une action judiciaire en référé pour pouvoir faire cesser rapidement la circulation de fausses nouvelles. Et là, ce que moi je trouve très intéressant, c'est que cette loi réactive un élément de la loi de 1881 qui, comme vous le savez, est absolument structurante dans la démocratie française, la loi reconnaissant la liberté de la presse. Eh bien, la loi de 1880 parlait de fausses nouvelles. Et donc, cette loi de 2018 actualise ce qu'on entend par fausses nouvelles d'une manière qui soit effectivement cohérente avec ce nouveau monde des réseaux sociaux. Donc, je ne veux pas être plus long, mais je crois que c'est important, sans dire qu'on est au bout de cette réflexion, mais il y a désormais en France un cadre légal, une action clairement à destination des plateformes pour que, lors de nos prochaines élections, on soit moins exposé à ce type de menaces qui sont en tout cas bien réelles. Écoutez, c'est très important également de parler de la régulation et des outils dont on dispose. Et c'est très important de savoir qu'on agit dans ce domaine. Alors, avec des outils qui sont propres à notre culture, hein, et celle de la régulation, encore une fois. Avant de donner la parole à Divina et à Mathieu, Liliane, est-ce que cet arsenal réglementaire, ce bras séculier législatif, vous l'avez aux États-Unis, qui a évidemment une culture moins régalienne dans une certaine mesure
que la nôtre. Est-ce que vous êtes capable, aux États-Unis, de mettre en œuvre des mesures de régulation forte parce que c'est un vrai sujet, hein, c'est la liberté d'expression, hein, telles que nous les concevons en France, Liliane? Yeah, just to make sure, because there was a little bit of an issue with the tech, that I understood the question. Concerning all of our elections and what was happening in the disinformation space on that, you're asking if we're capable in the US, do I think, to combat this through legislation or through just education? Is that the question? Ah non, c'est plus les motifs réglementaires. Est-ce que vous avez les moyens de contrôler, de discipliner, voire, comme nous faisons, on l'a dit, sur les déclarations de plateformes, les dons, les financements, donc de mettre un peu de l'ordre dans ce circuit ouvert à tous les vents, y compris les vents mauvais, de l'information toxique. Yeah. So I spent a régalien de souveraineté. Je sais qu'on n'a pas tout à fait la même culture. Et là, on aura à Divina et à Mathieu de Valger. Allez-y. Okay, I will be brief. Yeah. So I just spent a frightening hour earlier this week listening to how much the social media platforms and apps knew exactly how to feed us the right, the information we already want and not have any other, things in our feed and whatnot. So it's really at the algorithmic level that we are being, in a way, influenced, controlled, one might even say. So I'm extremely frightened by how much power those platforms had and continue to have. And I think that reining that in is like trying to undo Pandora's box, right? But I'm encouraged and I'm optimistic that we are more and more, number one, aware of what is happening, right, in those platforms. I think for many years, as they were being built, we had no idea what was happening to us. I think the optimistic part of my, brain wants to believe that now that you're aware, just like inoculation theory, we could get into how once you're prepared and you understand you're being possibly tricked or fed information that isn't real, that you're more able to say, oh, wait a minute, I'm going to actually stop in my brain and take a moment to assess if this is true, who's saying it, why. But this gets back to your original point of media literacy. Do I think we can confront this challenge? Yes. But I think we have to really double down, as we say in English, and really invest more in awareness, the discerning piece of it. Sorry, my cat's going to start joining us in a minute. Sorry. Sorry. And I think that we can get to this, but we're going to have to be really focused at all levels to try to confront and adapt to what's being done to us. Again, the platforms are so powerful. Over. On y reviendra peut-être dans la deuxième partie, mais il y a la notion de transparence. Qui parle, d'où on parle, comment on parle, qui est importante dans la régulation. Et je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir certainement approfondir et se doter des instruments alors à un niveau international. Hein. Avant d'aborder ce thème des alliances internationales, peut-être donc une réaction de Madame Fromex sur la régulation. Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qu'on peut penser de ce qui est en place actuellement. Quel est votre sentiment, Madame Fromex, sur nos instruments de régulation? Entre les deux pays, les deux régions, hein, il y a une grande asymétrie de ce côté-là, c'est-à-dire que l'Europe a donné beaucoup d'outils et a augmenté ses moyens pour l'éducation aux médias. C'est d'abord, avant tout, hein, une pédagogie et c'est quelque chose qui est fait en général par la société civile parce que l'éducation aux médias n'est pas une éducation trop formelle hein, encore dans beaucoup de pays, sauf en France et quelques autres pays européens, mais ça n'est pas encore une discipline, hein, donc c'est quelque chose de transversal qui est fait sur la base de projets et dans ce sens-là, ça crée de l'engagement citoyen et c'est pour ça que c'est considéré hein, comme une arme si je puis dire, diplomatique, hein, parce que ça crée de la résilience, hein, mais aussi de la résistance hein, collective hein, de groupes.
Donc, suite à la réunion d'experts, du groupe d'experts pour la lutte contre la désinformation en ligne, hein, l'Europe a mis en place 2 ou 3 outils très importants, fédéraux, c'est-à-dire que tous les autres pays ensuite doivent harmoniser dans le droit, hein, y compris la France. Hein. Donc, nous avons parmi l'outil qui nous fonde la directive des services des médias audiovisuels. Depuis 2018, rend obligatoire l'éducation aux médias pour tous les États membres, avec une obligation de reporting tous les 3 ans. Voilà, on y arrive là, on est en 2022. C'est mis en place en général par les autorités de l'audiovisuel, en France, l'ARCOM. Et il y a un réseau européen qui s'appelle ERGA et PRA, hein, qui a un sous-groupe de travail qui s'appelle EMIL, qui travaille sur l'éducation aux médias et sa mise en œuvre au niveau européen. Ça a été, les guidelines pour la information ont mis en avant 2 outils, outre l'autorégulation des plateformes, puisqu'elles ont obligé les plateformes à de la transparence. 2 outils, un qui est les fact-checkers, la vérification, donc les journalistes, et l'autre qui est l'éducation aux médias, avec la création d'un observatoire européen, EDMO, European Digital Media Observatory, hein, qui a 2 piliers, le fact-checking, l'éducation aux médias, dans le but des politiques publiques et aussi de créer des réseaux. Et il y a maintenant 14 hubs régionaux de EDMO. En France, il s'appelle De Facto et il met 2 opérateurs, hein, le CLEMI qui est l'opérateur de l'éducation nationale, hein, et les chercheurs de Sciences Po, hein, en place pour regrouper toutes les activités françaises. Mais le dernier créé, c'est dans les Balkans, Adrio. Au nord, il s'appelle Nordis. Enfin bon, les termes sont... les acronymes sont toujours très sympathiques. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il y a des moyens. Et à côté de cela, on s'est doté de... dans le perspective de Horizon Europe et de Creative Europe, hein, de 2 lignes d'action sur l'évolution de la désinformation et donc là-dedans de l'éducation aux médias et l'évolution de la data et de l'IA. Et là aussi à l'éducation aux médias et on peut y déposer donc des projets. Hein. Donc de plus en plus du côté des chercheurs, on se réjouit parce qu'il y a d'énormes moyens de financement. À cela se rajoute les plateformes qui s'en mêlent un peu, ça fait partie de leur RSA, hein, leur responsabilité, une façon pour elles de se redonner un petit peu d'image de marque. Hein. Le fonds EMIF, le fonds éducation aux médias, qui est géré par la fondation Gulbenkian au Portugal, mais pour EDMO, et qui est en fait abondé pour le moment uniquement par Google à hauteur de 25 millions d'euros. Voilà donc au niveau de l'Union européenne ce qui se passe. Hein. À côté, aux États-Unis, c'est beaucoup plus fragmenté. Il y a des soutiens, il y a des associations comme NAMLE, hein, l'association américaine d'éducation aux médias, par exemple, hein, qui a un grand nombre de membres hein, et qui vient de faire son sommet. Mais il n'y a pas de politique globale hein, venant de l'État fédéral. Chaque État y va à sa manière et c'est donc extrêmement injuste sur le territoire américain en termes de qui bénéficie ou pas de l'éducation aux médias et à l'information. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas faite et pas bien faite, hein, parce que les Américains ont un avantage sur nous qu'ils portent beaucoup sur l'évaluation, alors qu'en Europe, on est beaucoup encore sur la création de bonnes pratiques. Hein, et voilà, si je devais aller très vite sur ce que nous avons. Non, mais c'est un état de ligne important. On voit bien qu'il y a eu une prise de conscience déjà en Europe au niveau international, au niveau fédéral. Et ça construit petit à petit un monde, ou en tout cas un progrès vers une régulation internationale. On va y revenir. Peut-être que, Mathieu, vous avez une réaction sur la façon dont, en France ou aux États-Unis, on envisage la régulation et on prend des dispositions particulières. Oui, en fait, la grande différence entre la France et les États-Unis, c'est avec la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est plus absolu aux États-Unis, et en fait, il y a des limites un peu plus fortes en France. Et en fait, toute cette discussion en fait, me fait penser à une autre révolution de l'information dans l'histoire, qui était l'invention de l'imprimerie. Et en fait, je veux dire que je suis en fait optimiste avec les révolutions dans l'information à long terme. Mais quelque part, il y a des problèmes dans le court terme pendant qu'on arrive à des solutions.
Parce que l'imprimerie, en fait, quand c'était inventé, ça a créé beaucoup de guerres, ça a créé des schismes dans l'Église, ça a créé des nouvelles formes d'expression, de pensée qui peuvent être disséminées beaucoup plus vite qu'avant. Mais en même temps, en fait, par exemple, quand j'imprime quelque chose, je donne des copies exactes à des gens. Et ça n'existait pas avec la culture manuscrite qui était avant. Et en fait, il y avait une espèce de société qui était créée qui, en fait, faisait foi dans les sources, qui faisait foi dans l'information, qui faisait foi dans la vérité. Et ça a pris quelques décennies, même des siècles, à développer. Mais en fait, ça a pris du temps, mais en fait, je pense que notre monde est beaucoup mieux avec l'invention de l'imprimerie. Et donc, je veux dire, en fait, la même chose avec le numérique. Un jour, en fait, on va découvrir des nouvelles moyens. On va, comme ambassadrice Watuko a mentionné, en fait, on va trouver des anticorps pour la situation, mais ça va prendre du temps. Alors, on est déjà dans la troisième partie avec cette idée d'évolution, de progrès possible, d'étapes et d'évolution progressive donc, dans une information plus équitable, garantie, avec moins d'infotox. On va traiter ces sujets-là en disant évoquant quelles sont les pistes possibles. Je reviens sur la coopération internationale. Gaëtan, est-ce que vous traitez avec vos collègues américains de ces sujets et notamment de la coopération internationale dans la lutte contre les infotox? Et quelles sont les étapes ou les progrès que vous avez pu faire dans ce domaine? C'est un sujet que vous traitez régulièrement avec vos interlocuteurs américains, j'imagine. Alors, pas exactement, mais ça, je pense, c'est plutôt lié au périmètre de travail du service culturel qui se concentre sur d'autres types de sujets. Il peut d'ailleurs arriver que dans l'espace médiatique américain apparaissent ce qui nous semble être des infox sur ce qui peut se passer en France. Ça peut arriver. En ce cas, c'est plutôt un sujet pour le service presse de l'ambassade plutôt que pour moi. Je crois que ce qu'on peut dire ici sur la coopération internationale, c'est qu'elle se fait à différents niveaux. Il y a eu en 2018 une conférence internationale à Paris qui a été importante, organisée par Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à l'époque. Cette conférence s'appelait « Société civile, médias et pouvoir public, les démocraties face aux manipulations de l'information ». Donc, on était peu avant l'adoption de la loi que je mentionnais tout à l'heure. Le ministère de la Culture était associé à ce travail. Et l'objectif, c'était justement de réunir l'ensemble des acteurs concernés par ces sujets en France, dans d'autres pays, pour essayer d'identifier ce qui était un agenda de solutions concrètes, démocratiques bien sûr, avec une dimension collaborative forte. Donc, je crois que d'autres sont, je crois, à venir, permettent de jalonner la prise de conscience de nos gouvernements, de nos parlements, de la nécessité de travailler à des solutions plus concrètes. Il y a celle qu'on a mentionnée en France avec cette loi de 2018. Une autre chose, je crois, qui mérite d'être signalée dans la lignée de ce que mes collègues ont indiqué, c'est les initiatives pan-européenne. Par exemple, il y a eu en 2021, Deutsche Welle et France Média Monde ont ensemble lancé ENTR, qui est un média numérique à destination des jeunes Européens en 6 langues, qui est cofinancé par la Commission européenne, les ministères allemand et français. Il y a une autre initiative qui est un peu plus localisée, mais qui me paraît également très intéressante, qui s'appelle Info Migrants. Ça date de 2017 et c'était en partenariat toujours avec France Média Monde, mais cette fois l'agence de presse italienne ANSA, financée également par la Commission européenne. C'est un média à destination des migrants en 6 langues. Et en fait, on voit bien que l'enjeu, ce n'est pas simplement, je crois, de rester à des déclarations de principe, même si elles sont importantes pour contribuer à l'éveil collectif de conscience sur ces enjeux, mais des solutions concrètes pour que des publics cibles, que peuvent être les jeunes, que peuvent être les migrants, qui sont dans ces 2 cas, mais il y en a bien d'autres peut-être sujets à parfois certaines désinformations, qu'il y ait, encore une fois, des solutions éditorialement indépendantes qui permettent de garantir un accès à l'information et par ailleurs que cette action d'éducation aux médias continue d'être portée par les différents outils qui ont été mentionnés.
Justement, vous avez évoqué au début de votre intervention, au tout début de notre table ronde, les lycées français. Est-ce que, en matière d'éducation aux médias, c'est un sujet qui vous tient à cœur dans la façon dont vous dialoguer avec les lycées français aux États-Unis? Est-ce que c'est un sujet qui est pris en compte? Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'établit entre vous et les responsables de ces lycées sur ce thème? À nouveau, au fond, les lycées français, c'est un peu comme les médias. C'est pas au Quai d'Orsay de leur dire quoi enseigner. Ils suivent le programme de l'éducation nationale pour les établissements homologués. Et à ce titre, il y a prévu un certain nombre d'actions de sensibilisation et d'échange. Ce qu'on peut noter, c'est que l'AEFE, par son empreinte mondiale, sa présence y compris dans des zones où ces questions se posent particulièrement, fait, je crois, enfin, je le dis à titre personnel, mais fait beaucoup plus que ce qui est simplement attendu au titre de l'homologation, de sorte que nos lycées français à l'étranger sont effectivement exemplaires dans l'offre de sensibilisation, de formation qui est donnée à leurs élèves et qui passe en effet par cette capacité à non seulement bien comprendre les médias, déjouer certains biais d'information, mais surtout à ce qu'ils soient des citoyens ouverts et fondant leurs propres convictions plutôt que sur la base de biais qui leur seraient transmis. Donc de ce point de vue, oui, sans que nous ayons nous-mêmes une intervention directe, je crois qu'on peut signaler le rôle très positif que les lycées français jouent sur les sujets dont on parle aujourd'hui. Liliane, est-ce que vous avez une politique ciblée envers les jeunes sur ce sujet-là? Est-ce que l'ambassade des États-Unis, par sa public diplomatie, par ses différents outils, essaie d'encourager chez les jeunes, alors européens, c'est votre champ d'action, la prise de conscience à l'importance d'une éducation aux médias? Est-ce que vous avez des instruments? Est-ce que vous organisez des initiatives sur ce sujet-là, en ciblant les scolaires et les étudiants? Yeah, we focus so much in that toolbox I talked about at the beginning, and youth is a huge piece of it, the exchanges, the academic exchanges, but also getting to the youth younger and younger. Our initiatives really start, especially not in France, but in the rest of Europe that I cover, other parts of Europe, we start in schools, starting with elementary school, middle school, high school, doing that media literacy, but then also starting in the high school and then the secondary education space, looking at how to support more interaction with them, whether it's, we do hackathons where you're trying to innovate in this space, how to solve it with the tech stuff, whether it's the, scholarships for different events that we're doing in the US and we're bringing people back on those exchanges, all the way up to the entire range of academic exchanges, including the Fulbright. So it really is a range of opportunities that we engage the youth on, including the International Visitor Leadership Program. So I would say we do a lot in this space, but again, where I see the growth opportunity, if I may add, I think it's when these alumni come home, alumni of these programs, or even alumni of programs you've done in country. I personally want to see our government, and we're trying more to keep those connections going. Otherwise, you've done an event, you've done a program, we have this resource, and if we're not tapping into it continually, like you are today, and Matthew, you're a great example, but if we're not tapping into the resource, if we're not getting, not to make it about the investment, but that return on the investment because it benefits us and, the rest of society, then I think that's something that's incredibly important that we should be doing. So I'll end that with my soapbox of how important alumni are to continue engaging. Sorry. Alors, on bascule maintenant vers notre troisième et dernière partie, qui sont les perspectives. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Quels obstacles on face et comment arriver à les dépasser? À ce stade, est-ce que, Madame Fromex, vous avez une réaction sur ce qu'on vient de dire, s'agissant de l'action que nous
menons auprès des jeunes, des scolaires, soit à travers les lycées français, parce que ça fait partie un petit peu de leur curriculum, un petit peu, et puis soit ce que l'ambassade des États-Unis peut faire aussi dans son dialogue avec ses partenaires. Est-ce que c'est assez comment faire davantage? Comment faire mieux? Vous avez évoqué les programmes que l'UNESCO mettait en œuvre. Alors, en Europe comme aux États-Unis, hein, on est assez riche en ressources de toutes sortes et de qualité, et en personnes relativement formées, hein, bien qu'il faut savoir que les enseignants ne sont jamais formés officiellement à l'éducation aux médias à l'université, et donc ils ont du mal ensuite à se sentir légitimes à le faire, hein, sans être mis à jour, etc., hein. Donc il y a tout un travail à faire, c'est un des lieux d'achoppement en ce moment, hein, pour faire ce dont on a besoin, qui est le passage à l'échelle. On a un problème de scale pour être à la hauteur du passage à l'échelle du problème de la désinformation, qui, lui, est vraiment à exploser tous les forfaits, si je puis dire, hein. Donc, la montée en puissance, hein, c'est-à-dire il faut passer l'étape actuelle qui est juste, on met en valeur les bonnes pratiques, hein, à quelque chose qui est beaucoup plus coordonné. On a développé les DICOMP, c'est-à-dire le référentiel de compétences européennes qui vient d'introduire la data et qui vient d'introduire l'éducation aux médias dans l'éducation au numérique, hein. Donc, on a déjà un petit outil qui permet de faire des mesures à travers les pays. On essaye de voir donc comment continuer à monter en puissance. Clairement, en ce moment, et c'est un débat qui est mis en place justement en ce moment par la venue des États généraux de l'information qui arrive, hein, de savoir s'il ne faut pas faire de l'éducation aux médias une discipline. Ce à quoi je pousse. Parce que je pense qu'il faut à la fois en faire une discipline et garder ce qu'elle a en ce moment comme avantage, hein, d'être transversale. On peut faire ça en cours de français, en cours d'histoire, etc., etc., hein. Et c'est ce qui se passe dans les lycées français comme dans les lycées à l'international, hein. Et la France est un des pays qui a le mieux fait cela, hein, par le biais de EduScol, hein. On a niveau par niveau, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3, du primaire au collège, et discipline par discipline, programme par programme, où on peut faire de l'éducation aux médias et à l'information, hein. Donc, c'est très, très précis. Donc, on est à un poil pour que ça devienne maintenant quelque chose qui fait partie de la base, hein, parce qu'on considère que c'est comme ça qu'on va comprendre le monde numérique. Pour en revenir à ce que disait Mathieu sur l'historique de la presse, hein, ou du papier, si on passe au numérique, le grand changement, hein, qui nous interpelle tous, hein, c'est en fait, ce n'est pas tellement le changement sur l'information, c'est le changement sur les circuits de recommandation de l'information. Ce n'est plus juste le prof, c'est plus juste le gouvernement qui est en contrôle, hein, et qui a l'hégémonie, hein, sur l'information. Il y a d'autres acteurs qui se réclament légitimes. Et entre autres, pour les jeunes, les pairs et les influenceurs, pairs, P-A-I-R-S, hein, et le plus gros de tous les influenceurs qui s'appelle Internet, hein, qu'on appelle le super pair. Voilà, entre nous pour… Non, mais ça, vous avez tout à fait raison. Le défi de la légitimité, évidemment, il se pose au premier chef du gouvernement, aux administrations, aux autorités, aux ministères, parce que tout le monde a la parole, c'est très facile d'intervenir sur les réseaux sociaux et distinguer ce qui peut être légitime de ce qui ne l'est pas, c'est effectivement un défi. Alors, Mathieu est très optimiste. Je pourrais juste finir, s'il vous plaît, je pourrais juste finir. Ah non, tiens. Sur les réseaux, juste finir sur les réseaux, vous parliez de l'UNESCO et je voulais quand même reboucler sur mes collègues, mais en allant en avant, on a des réseaux de chercheurs et des alliances, hein, et ça c'est très important. Avec l'UNESCO, donc, et qui a divisé le monde en plusieurs régions, hein, donc l'Europe et les États-Unis sont ensemble pour l'UNESCO, comme vous le savez, hein, on représente l'Ouest. Bref. Et nous avons des alliances, l'alliance AMI, l'Alliance pour l'éducation aux médias et à l'information, hein, et un réseau d'universités et de chaires UNESCO, dont la mienne, hein, qui s'appelle réseau MILID, Media Information Literacy and Intercultural Dialogue. Dialogue interculturel, on retrouve la diplomatie, hein, culturelle là-dedans, hein. Et là, les États-Unis ont plusieurs chaires, nous aussi, et nous, on contribue à notre niveau, hein,
à ce genre de choses. Hein. Et les autres pays, les autres régions du monde ont aussi leur logique et leur culture d'éducation aux médias et à l'information. L'Amérique latine est très intéressante parce qu'elle a développé un truc qui s'appelle l'éducommunication, où c'est plutôt dans la rue que ça se passe. Et donc, une autre approche, pas du tout scolaire. Hein. L'Afrique, notamment avec l'OIF qui s'empare maintenant de ces questions, est en train aussi de développer son propre système et on les aide, mais comme dit Gaëtan, c'est de l'échange et on se transfère des compétences, mais c'est réciproque. Hein. Et ce qui est important pour nous en éducation aux médias en ce moment, je vais reprendre une formule malheureusement qui est devenue un peu bateau, c'est de décoloniser l'EMI. À décoloniser parce que c'est vrai que nous en Europe et notamment en France, on a aidé à créer et à structurer ce champ et on continue à le faire. Et donc on le fait sur la base de notre vision de la démocratie, de notre vision de la citoyenneté, de notre vision de la résilience. Et l'enjeu maintenant, c'est de partager ça et d'établir des réciprocités et aussi d'apprendre de ces autres continents. Voilà où on en est. Bien, alors on revient un petit peu à ces notions d'échange qui sont très importantes dans les diplomaties culturelles. On a vu que c'était en tout cas une priorité pour la diplomatie française, d'influence française, de se situer dans cette perspective d'échange. Et c'est réjouissant d'apprendre que dans une enceinte multilatérale, ces débats sont vivants et la discussion prospère. Alors, Mathieu, tout à l'heure, vous étiez très, très optimiste, en disant l'imprimerie a été un stade important et puis ça a été une avancée dans à la fois la diffusion du progrès et aussi l'assurance et la certitude de la vérité. Quelle est votre réaction à ce stade? On est à 2 minutes de la fin, en 30 secondes, et puis on donnera 30 secondes encore à nos diplomates. J'ai noté que le professeur Parmex a dit à un moment dans sa réponse que ce n'est plus le gouvernement, ce n'est plus les professeurs qui disent la vérité à les gens. Et je pense qu'elle a trouvé en fait un paradoxe qui est au cœur de la France et les États-Unis. C'est-à-dire qu'on a des démocraties, on a des États révolutionnaires. Et en fait, on n'a pas les moyens en fait, de dire les choses à des gens directement quelquefois. Si on fait ça, c'est très difficile. Et en fait, toutes les 3 personnes avec qui je suis aujourd'hui ont parlé beaucoup sur l'éducation. Et je pense que ça, c'est une solution en fait, qui résout un peu ce paradoxe qu'on n'est pas dans un état où on peut dire les choses, on peut dire la vérité, on peut dire et les gens vont apprendre. Et en fait, c'est-à-dire qu'on doit faire comment apprendre à des gens. Et je pense que c'est ça l'éducation pour cette question qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, c'est bien le thème qui nous réunit. Gaëtan, vous souhaitez dire un mot de conclusion de votre part? Le débat a été riche et non, différents sujets. J'ai appris plein de choses et encore une fois, je crois que j'étais le moins informé de mes collègues, donc je suis vraiment heureux d'avoir, y compris moi-même, appris dans ce débat. Justement, je pense que toute la différence entre l'approche de la France, même celle des États-Unis ou celle d'autres pays, c'est d'essayer d'être un peu conséquent sur le besoin voilà, de ne pas faire de la lutte contre les fake news l'autre visage de la propagation d'une information qui serait elle-même orientée. Et je crois qu'il y a une part de risque et de fragilité. C'est sûr qu'on a parfois l'impression, et à nouveau c'est des remarques personnelles, que le contexte d'aujourd'hui, avec d'une part des démocraties qui ont leur fragilité, mais qui sont des démocraties, et d'autre part des espaces qui sont beaucoup plus contraints, marqués par des phénomènes de violence caractérisés et de vraies autocraties, ça donne parfois l'impression de la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Et que de ce point de vue, on pourrait se dire on n'est peut-être pas à armes égales, notamment quand on voit comment la bataille des puissances peut se jouer en Afrique aujourd'hui. Mais je crois que notre salut collectif serait un mot bien trop pompeux, mais qu'en tout cas, l'avenir de nos démocraties passe vraiment par une forme d'intransigeance sur ces questions. Il y a une différence, non pas de degré, mais de nature dans la manière dont nous abordons la question de l'information et des médias, des infox
et de tous nous avons discuté. Et effectivement, peut-être que notre approche, elle est forcément un peu plus fragile parce qu'il y a des choses que nous interdisons que d'autres ne s'interdisent pas. Et je crois qu'en France, il y a encore aussi des choses à faire, mais soyons fiers de ce modèle et continuons de le défendre parce qu'in fine, c'est vraiment celui-là qui est garant de la pluralité du débat, de cette diversité d'expression, qui garantit le socle démocratique dont nous bénéficions tous et dont tant de populations aujourd'hui ne peuvent malheureusement pas bénéficier. Voilà. Vous avez tout à fait raison, on en revient à cette notion de valeur qui avait ouvert un peu la table ronde et avec laquelle nous allons conclure. Il y a, je ne sais pas si vous souhaitez, parce que je crois qu'on a dépassé le temps et notre format est un peu limité, mais je pense que vous reconnaissez dans ce que vient de dire aussi Gaëtan. Notre défi aujourd'hui, c'est de défendre ces valeurs avec la fragilité que ça peut représenter face à des attitudes plus autoritaires, extrémistes. C'est là toute la difficulté de l'exercice, mais aussi toute sa beauté. Et c'est dans quoi nous nous sommes engagés. Alors moi, je terminerai d'abord en vous remerciant tous d'avoir consacré un peu de temps à cette première table ronde. Je crois qu'elle était tout à fait intéressante. Elle a permis d'exprimer un grand nombre d'idées. Nous apportons notre pierre, la commission franco-américaine Fulbright, à ce débat, d'abord parce qu'on l'a choisi comme tel fédérateur et parce qu'avec des initiatives comme celle d'aujourd'hui, on essaye de renforcer l'importance que nos citoyens doivent accorder à la démocratie, au débat, à la délibération. Voilà, on va terminer sur ces mots en vous remerciant une nouvelle fois. Je pense que dans les documents qui vous seront ensuite disponibles, la directrice exécutive de la commission va nous en dire plus. Vous pourrez prolonger ceux qui nous ont écoutés les débats et trouver auprès des uns et des autres des interlocuteurs pour aller plus loin. Merci encore et je laisse donc pour terminer cette table ronde la parole à notre directrice. Merci François, merci à vous, merci à tous. 3 petits mots pour vous dire que le contenu de cette conférence sera en ligne à la fin de ce mois avec tous les éléments de contexte utiles. Deuxième mot pour vous donner le rendez-vous le 12 avril prochain. Nous allons poursuivre la conversation. Nous allons poursuivre cette réflexion sur la question de l'éducation média en abordant un autre angle qui a été cité au cours des discussions, qui est celui de l'engagement des sociétés civiles. Donc, nous poursuivrons le 12 avril avec aussi les lauréats de Fulbright. Et enfin, un troisième mot pour vous remercier tous, vous les intervenants, modérateurs, équipe Fulbright, pour l'organisation de ce premier café scientifique de la commission franco-américaine. Rendez-vous le 12 avril. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.